Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un test de la B550 Tomahawk, donc de chez Messi, qui ont bien voulu me la prêter, parce que j'ai vu que dans les commentaires, il y en a beaucoup qui me demandaient de la tester, mais on va y revenir. Allez, trêve de bavardage, lancement! Et me revoilà les potes, donc comme je vous le disais, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube directement qui m'ont demandé de tester cette carte mère. J'ai eu Jikfio, teste la B550 Tomahawk, Jikfio, la Tomahawk, Jikfio, que vaut la Tomahawk? Du coup, j'ai pris contact avec MSI qui ont bien voulu me prêter leur modèle, donc de B550 Tomahawk, et puis on va dégrossir tout ça dans le détail tout de suite. Et voilà les potes, avant toute chose, on pense à liker ou à pas liker si ça te plaît pas comme d'habitude, à aller t'abonner et activer la cloche bien sûr pour suivre mes autres vidéos. On pense aussi à aller checker les autres réseaux sociaux, principalement Twitch puisque c'est là encore une fois que j'ai testé cette carte mère, donc Snapchat, Discord, Facebook, Twitter, voilà, t'as le choix. Tu me suis où tu veux, mais en tout cas, vous allez voir, il y a encore pas mal de choses qui vont arriver sur la chaîne et ça pourrait vous plaire. En deuxième temps, le 8 octobre, donc Guillaume et moi, nous allons faire un stream sur l'arrivée des nouveaux Ryzen, donc les Ryzen 5000 et possiblement les nouvelles cartes graphiques. Donc pour suivre ça, encore une fois, pense à aller voir mon Discord et à follow la chaîne de Guillaume. Voilà. Pour rentrer directement dans le vif du sujet avec cette carte mère, la première chose qui va vous étonner, c'est le poids de la boîte. Et ouais, parce que juste la carte mère, elle fait 1,2 kg. Pour une carte mère à 170 €, là actuellement sur Amazon, c'est assez impressionnant. J'ai été vraiment ultra surpris du poids de cette carte mère, mais en même temps, tous les refroidisseurs en aluminium, ici que je montre, sont directement en alu. Et même la plaque IO-Shield. Et c'est ça qui est assez impressionnant, donc on voit qu'elle est vraiment bien pourvue pour le refroidissement passif de ces étages d'alimentation. Pour la connectique en façade, on se retrouve avec un USB en 3.1, et ça c'est plutôt un bon point malgré les USB à l'arrière. Et on a aussi de l'RGB adressable. Et là, les Jean-Michel LED derrière, je les vois déjà en train de sauter derrière le PC. Oui, c'est vraiment cool. D'un autre côté, la carte mère est ultra sobre, elle ne sera RGB que au niveau du PCH, tout le reste métallique, métal, un peu rappelant le côté Tomahawk et armé de cette carte mère. Avant toute chose, on va refaire un petit point sur pourquoi le B550 et pas le X570 ou du A. Le B550 est plus le chipset budget d'AMD, on va dire. C'est là où on va pouvoir faire de l'overclocking, mais pas trop. C'est là où on va pouvoir faire beaucoup de choses, mais pas trop. Voilà, la seule différence réelle qui est entre le B550 et le X570, c'est le PCIe 4.0. Donc là, vous allez me dire, mais le B550, il le gère? Oui, bien sûr. Il ne gère que un PCIe 4.0 et un slot M2 en 4.0. Le reste sera en 3.0. Donc faut aussi le voir pour le future-proof avec les nouvelles cartes graphiques donc d'NVIDIA qui sont elles pourvues du 4.0, même si en soi ça change pas grand chose. Voilà, et si vous avez besoin de beaucoup de stockage ultra rapide, pensez à passer sur du X570. En soi, le B550 actuellement pour du Ryzen, pour du jeu, suffira très amplement. Je ne pense pas que toi derrière la caméra, t'as envie de faire de l'azote liquide par exemple, donc ça devrait faire le café. En second temps, sur cette carte mère, le seul point noir que je pourrais vraiment lui donner, c'est la connectique arrière. En vrai, la carte mère est seulement pourvue de 2 USB en 2.0 et de 3 USB en 3.2. Ça fait un peu ric-rac, même si on a un USB-C. Donc en gros, ça fait 6 USB, sachant que tous nos USB ne sont pas encore pourvus d'USB-C. Bon, on va vite faire un calcul, mais un clavier, une souris, un casque, un tapis de souris par exemple, ça fait déjà 4 USB.
Donc on va vite voir un hub arriver au niveau de l'arrière de la carte mère, et ça c'est un gros point noir à mon sens. À côté on a donc une fiche en PS2, un bouton de flashback BIOS, ça c'est ultra important. Donc pour ceux qui veulent mettre à jour leur BIOS sans forcément avoir le processeur, etc., on peut le faire directement via une clé USB et ce port. Elle est aussi pourvue de deux ports Ethernet, un de 2,5 gigabits et de l'autre de 1 gigabit classique. Donc de souvenir, MSI a une techno qui permet d'ajouter les 2,5 plus les 1, donc c'est un bon côté au niveau de cette carte mère. Attention, j'avance peut-être des choses, mais n'ayant pas la fibre, je l'ai jamais testé. Au niveau de la puce audio, on se retrouve avec une Realtek ALC 1200 qui est un peu moins bonne que les autres puces qu'on pourrait retrouver sur les cartes mères actuellement. Bon, en soi, c'est pas vraiment choquant. Le son n'en reste pas pour moi, en tout cas, mauvais. J'ai pas rencontré de problème de son, bien au contraire, et j'ai utilisé directement une fiche SPDIF out, donc en soi, ça se passe bien. Après, comme dit, j'ai pas l'oreille musicale et j'ai pas les instruments pour tester le son. Mais en soi, pour un utilisateur classique, ça fera très largement l'affaire. Bon, maintenant on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, dans ce que j'aime bien tester. Donc on va faire un petit point sur le protocole de test. Donc j'étais sur mon 3950X avec de la RAM en 3600 C16 comme à mon habitude. Donc un refroidissement en AIO qui va d'ailleurs pas tarder à changer. Donc on était sur un Icepower en 360 mm. Donc voilà, c'est ce qui va réellement changer au niveau de la configuration et des refroidissements des VRM. Je peux d'ailleurs rajouter qu'on était sur une table de benchmark, donc on n'avait pas d'airflow et que c'est la pire situation pour les VRM. Donc il faut bien comprendre que dans votre boîtier, les VRM seront encore mieux refroidis puisque les ailettes vont prendre le vent tout simplement au niveau de cette carte mère. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, j'ai été surpris du poids, mais j'ai aussi été surpris des températures. Encore une fois, que ce soit en average ou en max température, cette B550 a coiffé au poteau, il n'y a pas d'autre mot. Dans les charges lourdes, ma Crosshair Hero 8, qui est ma carte de référence, qui est la carte que j'utilise pour l'overclocking, et ça c'est assez bluffant. On passe de, je crois, 61 degrés de souvenir à du 56 ou 57 degrés. Enfin, c'est juste impressionnant. Je vous affiche les tableaux en direct. Comme vous pouvez le voir, franchement, c'est bluffant. J'en perds les mots, vraiment. La carte mère m'a scié au niveau du refroidissement de ses VRM, alors qu'elle n'est pourvue que de 10 VRM plus 2, donc qui est pour le SOC, donc pour l'overclocking de la mémoire. J'y reviendrai juste après. Les VRM sont ultra bien refroidis, malgré qu'elles soient dédoublées. Et d'ailleurs, on remarquera que dans les autres tests que j'avais fait, cette techno était déjà présente dans la carte mère. Donc en soi, encore une fois, je le montre, c'est pas parce que c'est dédoublé que c'est forcément plus mauvais. Et de ce point-là, c'est vraiment impressionnant, j'insiste. Je ne pensais pas avoir de tels résultats. Au niveau du protocole de bench, on avait 5 minutes de Cinebench R15, 5 minutes de Cinebench R20, 5 minutes de Cinebench R15 extrême. Pour le reste, on avait du Prime 95, donc en Small FFT en blend de 10 minutes. Et ensuite, j'ai refait la tentative de Small FFT et de blend une fois overclocké à 4,1 GHz à 1,25. On peut d'ailleurs voir au niveau de cet overclocking et au niveau des tensions qu'on se rapproche fortement des autres cartes mères, qu'elle n'a pas V-drop. Le V-drop, en fait, c'est la tension que va pomper votre CPU au niveau de votre V-core. Et si ce V-core commence à descendre, le processeur va tout simplement planter parce qu'il n'aura plus assez de tension. Donc là, à ce niveau-là, une fois qu'on a mis le LLC au level 3, la carte mère s'en sort nickel. Il n'y a plus de V-drop du tout, on n'a pas besoin de monter au level 2 ou au level 1. Encore une fois, c'est un très bon point au niveau de cette Tomahawk. Au niveau du score en overclocking, je reprends mon petit carnet, on était sur 4660 points pour R15. Pour rappel, mon Asus Crosshair est à 4752 points. Sur R20, on était à 10 488 points face à 10 625 points. Et sur R15 Extreme à 1227 points face à 1242 points. Encore une fois, on est sur un delta de 1%, un peu de choses près. Pour un utilisateur classique, je ne pense pas que ça va changer grand-chose, très clairement. Cette carte mère est juste excellente. Ma Crosshair Hero 8 tape à peu près dans les 400 €, sachant que la B550 Tomahawk tape dans les 170 €. Encore une fois, pour rappel, je le répéterai jamais assez, mais je suis assez bluffé. C'est assez fou, clairement. De plus, au niveau de l'overclocking de la RAM, je vais vous passer un petit extrait de mon stream. Je pense que ça va résumer l'enthousiasme que j'ai au niveau de cette carte mère.
Et yep les potes, on a fait un petit stream Twitch, on a testé la B550 Tomahawk, d'ailleurs on l'a fini, et on a testé la RAM en second, on est parti sur un kit de Ballistics, donc les 3000 C15 qu'on retrouve à 70-80 € si on prend les versions RGB sur Amazon, et là on peut voir qu'on est en 4800 C18, 24-24-36 en 1T, avec du memory try it, donc là j'ai pas vraiment tryhard les timings. Sur la B550 Tomahawk, c'est assez fumé. Voilà, vous l'aurez compris, on était sur de la cruciale en 3000 C15, bon, qui a un bon potentiel d'overclocking. Certes, on était à 1,5 volts, donc c'est moi qui ai descendu la tension comparativement à ce que la carte mère proposait tout simplement. Et j'ai encore resserré les timings, donc on a fait du 4800 C18, 24-24-36. C'est encore une fois, bluffant. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est impressionnant. Pour rappel, la carte mère peut prendre du 5100 MHz, donc au niveau de la RAM de son XMP. Bon, on va pas se mentir que ce qui est écrit pour l'XMP comme ça, c'est pas forcément toujours le cas. Mais là, faut quand même lui laisser qu'avec un overclocking, comme ça, à l'arrache, sans vraiment tryhard, sans vraiment pousser les timing RAM, on arrive à rentrer de tel overclocking au niveau de la RAM. Il faut dire quand même que l'XMP, la plupart du temps, les 5100 MHz annoncés, c'est un peu utopique, même si elle est censée prendre ces fréquences. Là, il faut quand même dire qu'on est parti de 3000 MHz pour arriver à 4800, et encore une fois, waouh, c'est ouf, c'est vraiment insane de se dire que la carte mère arrivait à gérer de telles fréquences pour son prix, c'est fou. Bon voilà les potes, je pense qu'on a fait le tour de cette carte mère. Vous l'aurez compris, je lui décerne le Jig Gold. Elle est juste folle, j'ai pas arrêté de le dire, c'est impressionnant. Donc c'est ce qui va pêcher au niveau d'un utilisateur classique, c'est les USB et l'audio à l'arrière de la carte mère. Donc avec la Realtek qui est pas forcément ouf. Mais pour moi qui est overclocker, j'ai pris grand plaisir à utiliser cette carte mère pour de l'overclocking, que ce soit CPU ou RAM. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Pour moi, les mauvais points de cette carte mère n'entachent pas vraiment le bon côté de cette carte mère. Bon les potes, on est à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui seraient arrivés jusqu'à la fin, on mettra hashtag Tomahawk dans les commentaires. Comme ça, je verrai qui reste le plus longtemps sur mes vidéos et c'est toujours cool. Enfin, on ira checker les réseaux sociaux. Dans très peu de temps, il devra y avoir un jeu concours pour mes 10 000 abonnés. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour cette montée aussi rapide et ça me fait ultra plaisir. Merci les potes. Et allez checker les réseaux sociaux, pensant aussi à aller s'abonner, à activer la cloche, à me suivre sur tous mes réseaux, que ce soit Snapchat, Discord, Instagram, Facebook et j'en passe. Voilà. Merci encore à tous les potes, c'est grâce à vous. Allez, c'était Jig, à la prochaine, ciao!